Donc, bienvenue à notre première rencontre du Forum des femmes dans le cadre des jeudis de barreau online. Vous allez me dire pourquoi les jeudis de barreau, parce que justement, on avait déjà organisé avec la Fédération pour la paix universelle et la Fédération des femmes, on avait fait une série de 21 conférences à l'espace Barreau et donc à la rue Barreau aussi. Donc, on a voulu refaire cette expérience en gardant le titre et en demandant à chaque fédération d'organiser une conférence tous les jeudis. Donc, pour nous, ce sera toujours le troisième jeudi du mois, voilà, pour la Fédération des femmes. La dernière fois, c'était Jacques qui avait parlé sur la base de la pensée d'unification. Donc, vraiment, je vous remercie d'être tous là et c'est vraiment un grand honneur d'avoir non seulement des femmes, mais aussi des hommes. Et donc, c'est vraiment formidable. Alors, même pour ceux qui viennent pour la première fois, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup, je sais, mais je voudrais aussi parler un tout petit peu de la Fédération des femmes et de ce qu'elle fait. Alors, la Fédération des femmes, elle a été fondée donc, en 1992 par Dr. Akshan Moon et son défunt mari, le révérend Sun Myung Moon. Et elle s'est développée dans plus de 160 pays du monde. Et elle travaille aussi dans plusieurs domaines d'éducation, donc l'éducation, la réconciliation, le service humanitaire, et aussi en partenariat avec d'autres ONG, dont la Fédération pour la paix universelle aussi. Elle réunit ici, bien sûr, des femmes de toutes traditions ethniques, religieuses et culturelles qui ont le désir de travailler ensemble pour une paix durable. Ça, c'est vraiment important. Que nous soyons capables d'embrasser toutes les cultures. Alors, c'est vrai que je voulais vous partager un PowerPoint. J'ai oublié de le faire et je vais le faire maintenant. Je suis désolée. Alors, attendez. Voilà. J'ai l'impression que ça résonne, mais c'est vrai. Oui. Alors, voilà, j'en ai été là. C'est pour dire que, oui, la Fédération des femmes, elle a été dotée donc en 1997 du statut consultatif général auprès des Nations Unies, et ce qui justement lui donne la possibilité de prendre part à la 65e session de la commission de la commission de la condition de la femme qui a lieu maintenant, justement, du 15 au 26 mars à New York. La Fédération des femmes internationales y participe tous les ans. Une fois, moi, j'avais participé aussi il y a quelques années. Et il y a aussi d'autres représentants des États membres, des entités des Nations Unies et des organisations non gouvernementales qui sont justement accréditées à l'ECOSOC. Et cela dans toutes les régions du monde, ce qui nous permet d'ailleurs de rencontrer des femmes ou de prendre part à d'autres conférences organisées par d'autres mouvements ou d'autres organisations. Donc, demain, justement, nous avons une conférence organisée par la Fédération des femmes internationales lors de cette session et qui s'intitule les premières dames et les leaders émergents et aussi un dialogue intergénérationnel, la mise en œuvre de la résolution 1325 et le leadership des femmes. Alors, il y a quelques premières dames qui seront invitées, et aussi des jeunes qui seront là pour leur poser des questions justement sur le leadership des femmes et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la participation des femmes dans le processus de paix. C'est dans ce sens-là. Donc, si vous avez encore la possibilité de vous y joindre, c'est possible, je peux vous envoyer un lien. Je pense que ça sera encore possible. Donc, ça sera intéressant. Alors, ce soir, on va aborder le thème de la vraie valeur du féminin, dont le titre m'a été inspiré en lisant les mémoires de la fondatrice Dr. Akshan Moon, qui s'appelle Mère de la paix et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire ou de vous procurer le livre, je vous conseille vraiment de le lire. C'est une autobiographie et en même temps, elle exprime son cœur pour Dieu et son désir vraiment de créer la paix et la paix, une paix durable dans ce monde aujourd'hui qui est très difficile. Donc, vraiment, voilà. Et donc, je voudrais aussi… Alors, dans l'invitation, vous avez vu que
on appelait on a parlé d'un parcours au féminin. Alors, pourquoi proposer justement un parcours au féminin sur plusieurs sessions? C'est que nous avions déjà fait ça en 1917, justement avec Marie-Christine, et ça avait été l'occasion pour beaucoup de participants d'avoir de très, très bonnes expériences durant cette période, à travers justement des interventions interactives, alors avec des exercices de relaxation, mais là, on ne les fera pas, hein, parce que ça serait un peu difficile par Zoom, mais aussi des exercices de respiration. Et ce qui a permis aussi, d'ailleurs, pour chacune, pour les personnes qui étaient là, de cheminer dans sa relation avec elle-même, avec son conjoint et avec ses enfants et dans son environnement. Donc, c'était vraiment une expérience très forte et donc nous avons voulu aussi à nouveau renouveler cette expérience, mais de façon différente quand même. Donc, je voudrais quand même vous présenter la personne principale qui est Marie-Christine Audin, qui est aussi secrétaire générale de la Fédération des femmes pour la paix mondiale et qui est sophrologue et conseillère conjugale et familiale. Voilà, donc je voudrais donner la parole à Marie-Christine. Mais à toi, Marie-Christine, c'est ton tour. Attends, j'enlève, je ne partage plus mon écran. Voilà. Merci Brigitte. Oui, attendez que je le... oui, voilà. C'est bon? Alors, bonjour à tous et surtout à toutes. D'abord, je voudrais dire que c'est assez inconfortable pour moi et je voudrais juste le partager avec vous, le fait d'être là par Zoom, parce que pour moi, c'est important de voir les regards, de sentir ce qui se passe dans la salle, hein, d'avoir des relations personnelles avec chacun. Et bon, là, je suis face à un écran. Donc, c'est une opération plus délicate que je n'ai jamais vécue. Donc, bon, vous allez devoir être indulgent avec moi. En tout cas, dans ce parcours au féminin qu'on va vivre par Zoom et qui devrait s'étendre sur 9 séances, j'espère amener chacune d'entre vous, comme on l'avait fait d'ailleurs en direct il y a quelques années, en 2017, chacune à mieux comprendre sa part de féminin, mieux la valoriser et mieux la cultiver. Alors, je dirais comme nous sommes dans le cadre des jeudis de barreau, les présentations se font à partir de la pensée de l'unification, qui est une vision que nous a transmise le couple fondateur de la Fédération pour les femmes. Et c'est un gros bouquin, en fait, c'est un pavé de 600 pages. Donc, je me suis plongée dedans. Et c'était tout à fait intéressant et j'ai trouvé 7 pages en particulier qui traitent du féminin et du masculin, du yin et du yang. Et je dois dire que cette approche ouvre des perspectives qui sont vraiment nouvelles et intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on dit dedans? Je voudrais juste en dire quelques mots. Bon, vous connaissez les concepts de yin et de yang. Hein? La femme, c'est plutôt yin et l'homme, c'est plutôt yang. Hein? Le masculin, le féminin. Et le Tao vient nous dire qu'il y a un peu de yin dans le yang et un peu de yang dans le yin. Voilà. Alors, la pensée de l'unification est un petit peu différente et je dois dire, son approche est beaucoup plus subtile et pour moi, beaucoup plus juste en fait. Elle explique qu'en effet, il y a des caractéristiques yang et yin, masculin et féminin, mais qu'elles existent autant chez l'homme que chez la femme. Ah, ça c'est mon chat. Voilà.
que, en fait, le yin existe autant chez l'homme que chez la femme, et le yang existe autant chez l'homme que chez la femme. Ce qui est différent, c'est la teneur de ces caractéristiques, la façon dont elles s'expriment. Alors, je vais donner un exemple. Une caractéristique yang de la volonté, c'est l'activité, le fait d'être actif, dynamique. C'est en opposition, la caractéristique yin, c'est la passivité. D'ailleurs, j'y reviendrai. En tout cas, cette caractéristique yang de l'activité, chez l'homme, ça va donner une impression d'agressivité, d'audace, de tranchant, de conquête, de domination. Alors que chez la femme, cette activité va donner une impression très différente, beaucoup plus douce, dans le sens qu'elle va être plus bienveillante, apaisante, indulgente, conciliatrice, mais tout aussi intense. La femme va surfer sur les ressources des autres pour aller là où elle veut aller, mais sans dominer, sans imposer. Vous voyez, le leader féminin, il commande et puis les autres obéissent. Mais la femme, si elle conjugue sa partie yang au féminin, je dirais, eh bien, elle va emmener les autres en exprimant son besoin et en sollicitant leur aide, ce qui est très différent. Ce qui fait qu'une femme qui commande conjugue l'activité au masculin. Voilà. Donc, il y aurait autant de yang que de yin chez l'homme et autant de yang que de yin chez la femme. Mais ils s'expriment différemment. Alors, la pensée de l'unification compare ces différences avec le chant, la mélodie vocale. Et c'est vrai que dans les voix aiguës, il y a une vraie différence entre les ténors, qui sont les voix des hommes, et les sopranes, qui sont les voix des femmes. Et pourtant, c'est toujours des aigus. Et dans les basses, il y a une différence entre les voix de basse, qui sont masculines, et les altos, qui sont des voix féminines. Mais c'est toujours des basses. Voilà, donc on peut conjuguer le yang et le yin d'une façon masculine et d'une façon féminine. Alors le problème aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une société beaucoup trop yang. C'est-à-dire que le masculin est valorisé. Et le féminin, il est trop souvent dénigré, dévalorisé, parfois plus encore d'ailleurs par les femmes que par les hommes. Ça me fait penser à Simone de Beauvoir. Elle a contribué à libérer la femme dans la société. Eh bien, à nous de libérer le féminin en nous. C'est l'étape supplémentaire. Mais c'est vrai que notre problème, nous les femmes, c'est que nous reproduisons encore et encore un système patriarcal qui place les valeurs masculines au pinacle et les valeurs féminines aux oubliettes. Et là, il y a du chemin à faire. Donc, j'ai envie de dire que nous, femmes, nous avons besoin non seulement de mieux connaître les caractéristiques de notre féminité, mais aussi nous avons besoin de les accepter, de les accueillir et de les cultiver. Et il n'est pas nécessaire d'imiter les hommes pour accéder à notre valeur. Bien au contraire. Alors, je voudrais dire 2 mots sur les attributs du féminin en nous, que les femmes considèrent trop souvent comme des défauts. Et c'est vrai que
moi-même, dès ma plus tendre enfance, eh ben, je les ai considérés comme des défauts, ces caractéristiques-là. En fait, j'étais la troisième enfant et la première fille. Donc, mes deux aînés étaient des garçons. Et ben, j'aspirais à leur ressembler. Et je les prenais pour modèle et on passait notre temps à jouer ensemble. Et en plus, ma mère elle-même jugeait très durement les petites filles, les jeunes filles qui revendiquaient leur féminité. Du coup, eh ben, j'étais jamais plus fière que quand on disait de moi c'est un vrai garçon manqué. Et ben, je peux dire que pendant les 30 premières années de ma vie, j'ai cultivé le yang en moi. Alors, ces caractéristiques du féminin, quelles sont-elles? Eh bien, le terme féminin est associé à la douceur, à la grâce, au lien à l'autre, à l'attention à l'autre, aux émotions. Et alors, ce qui est moins politiquement correct, mais tout aussi réel, le repos, la passivité, la vulnérabilité, la fragilité, le besoin de dépendance et le besoin de sécurité. Alors que le terme masculin est plutôt synonyme de performance, de conquête, de compétition, de rationalité. Et ce n'est pas du tout négatif, bien au contraire, c'est masculin. Et en fait, tout ça, c'est valorisé dans notre société. Et nous, les femmes, nous tâchons de développer ces qualités-là pour bien montrer à quel point nous sommes à la hauteur. Pas facile d'assumer sa différence. Alors, maintenant, je vous propose de nous pencher sur un attribut du féminin en particulier. Donc, j'avais parlé tout à l'heure de l'activité. Et là, je voudrais parler de la passivité. Il faut dire que pour beaucoup d'entre nous, même, c'est quasiment un gros mot. Et pourtant, l'un des actes les plus essentiels, est-ce que ce n'est pas de mettre un enfant au monde? Et pour mettre un enfant au monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Ou presque rien. Le moins possible. Juste accueillir, prendre soin de soi et attendre. Comment dire mieux que la passivité est au service de la vie? Et nous avons trop souvent oublié l'importance du repos, de l'intériorité, du lâcher-prise, bref, de la passivité, comme préalable nécessaire pour une action juste et consciente. Et aussi comme préalable à une pensée juste. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Pour préparer cette conférence, eh ben, je me suis allongée sur mon divan à plusieurs reprises, en laissant comme ça mon esprit flotter. Et c'est là que j'ai eu des flashs de ce que je voulais vous partager et les mots pour le dire. Je dis parfois que je n'ai que 3 neurones. En fait, si je cherche un déroulement logique, raisonné de ma pensée, ben, j'y arrive pas.
Mais si je laisse flotter mon esprit, je suis la première surprise de ce qui émerge en moi. Alors certains diront que c'est l'inspiration, et ce n'est pas faux. En tout cas, seule la passivité me permet de l'accueillir. Et c'est comme ça qu'on peut dire qu'une action est juste quand elle est précédée d'un temps de réflexion et voire de repos. Et du coup, c'est comme ça qu'elle émane de la profondeur de nous-mêmes. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup de femmes fonctionnent. Et peut-être beaucoup d'hommes aussi d'ailleurs. En tout cas, c'est la partie in de notre fonctionnement. Du coup, avant de donner, exprimer, raisonner, déduire, agir, c'est nécessaire de d'abord sentir, percevoir, porter en soi et prendre le temps pour ça. Du coup, il est aussi important d'être passif que d'être actif. Alors, comment faire pour insérer la passivité dans une journée de femme au XXIe siècle qui ressemble bien souvent au parcours d'une combattante? Vous savez, quand une nouvelle cliente arrive dans mon cabinet, qu'elle est dévorée par le stress, le manque de sommeil, le découragement, ben je commence par lui dire « posez-vous ». Jean-Philippe, oui. Alors, se poser dans les moments d'agitation, ben, c'est la meilleure façon de commencer. Hein, c'est comme appuyer sur le bouton arrêt pour redémarrer. Hein, ressentir avant d'agir. Et c'est ce que je voudrais vous faire découvrir aujourd'hui. Comment mettre sur pause nos actions, mais aussi nos pensées. Ces pensées qui trop souvent ont pris le pouvoir dans nos têtes. Alors je crois qu'on a tous et toutes cette expérience que les pensées qui se succèdent les unes aux autres, sans arrêt, en nous, comme un bruit mental incessant qui nous empêche de nous retrouver nous-mêmes, de juste vivre l'instant présent. C'est pas que penser est un problème, c'est pas ça, mais pouvoir choisir, ok, maintenant, je souhaite m'arrêter de penser. Eh bien, s'arrêter de penser, c'est pas facile. C'est un entraînement en fait. Et parfois, on en a besoin et parfois, on n'y arrive juste pas. Il y a plusieurs façons d'y parvenir. Alors, certains font du yoga, certains font de la méditation, il y a la sophrologie. Mais souvent, on en parle, mais on ne le fait pas parce que c'est contraignant, parce que c'est trop difficile. Alors, moi, je voudrais ce soir vous proposer une piste. En tant que sophrologue, en tant que femme, c'est ma piste préférée et c'est respirer. C'est Brigitte qui parlait tout à l'heure de la respiration. Oui, respirer. Vous avez bien entendu. Alors, ça peut vous paraître un peu léger. Eh bien, sachez que la respiration consciente, contrôlée, c'est la plus vieille méthode de bien-être et de santé dans l'histoire de l'humanité. Rien de moins. Et pourtant, à l'ère des voyages interplanétaires
Eh bien, peu de gens semblent s'en souvenir. Apprendre à respirer, c'est quelque chose de réellement bénéfique. Et ceci pour plusieurs raisons fondamentales. Alors, je ne vais pas m'étendre, mais j'aimerais quand même en citer 3. La première, savez-vous que notre réseau sanguin, qui transporte l'oxygène partout dans nos tissus, eh bien, il mesure à peu près 2 fois la circonférence de la Terre, à savoir à peu près 80 000 kilomètres. Ouf! C'est dire combien la respiration intéresse chacune de nos molécules, chacune de nos pensées, chacune de nos sensations. Et puis aussi, notre rythme respiratoire, il est entièrement lié à notre état émotionnel. Donc, quand il change, notre état émotionnel change aussi. Quand notre état émotionnel change, notre respiration change. Et c'est dans les 2 sens. Quand nous changeons notre façon de respirer, nos réactions émotionnelles changent immédiatement. Donc, c'est vraiment utile pour les coléreux, les stressés, les angoissés, etc. Enfin, troisièmement, il y a cet autre bienfait dont je parlais tout à l'heure. Quand je porte mon attention sur ma respiration, mon mental s'apaise automatiquement. Et je peux vous dire que c'est une vraie libération. Il faut le vivre pour s'en rendre compte. Alors concrètement, il y a des exercices de respiration qui se vivent couchés, d'autres qui se vivent assis ou debout ou en marchant. Par exemple, je vous recommande fortement la marche afghane. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir sur Internet. C'est quoi la marche afghane? Mais en quelques mots, vous imaginez que vous marchez et pendant 4 pas, vous inspirez. Et puis pendant 4 pas, vous retenez votre respiration, les poumons pleins. Et pendant 4 pas, vous expirez. Et pendant 4 pas, vous retenez votre respiration, les poumons vides. Et à nouveau, 4 pas, inspire, 4 pas, on retient, 4 pas, expire, 4 pas, on retient, etc. Et on marche comme ça. Et je vous laisse expérimenter et vous allez voir qu'il se passe des choses. Si vous marchez 10 minutes de cette façon, vous allez voir que vous allez voir ce que vous allez voir. Il faut essayer. Mais bon, aujourd'hui, on ne va pas marcher, on ne va pas se coucher, on ne va pas se mettre debout. Mais par contre, moi, je vous propose, si vous êtes d'accord, de pratiquer ensemble un petit exercice qui est la base de tous les autres, juste pour prendre conscience de ce qu'il est possible de vivre avec la respiration. On va essayer de rentrer dans le réel, dans le concret, dans l'expérience, ce qui vaut tous les discours du monde. Vous êtes d'accord? Bon, alors, si vous êtes prêts, on va commencer. Alors, vous vous installez confortablement, assis sur votre chaise ou sur votre fauteuil ou sur votre divan. En tout cas, vous pouvez fermer les yeux pour mieux vous concentrer sur vos sensations et sur votre corps. Et puis vous respirez tranquillement
Et vous vous mettez à l'écoute de votre respiration. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est plutôt la poitrine qui se gonfle ou est-ce que c'est plutôt le ventre qui se gonfle? Et peu à peu, vous vous laissez mieux reposer sur vos points d'appui. Vous sentez vos fesses sur le siège et puis peut-être votre dos sur le dossier et puis vos pieds par terre. Et puis, vos mains, vous les superposez à plat en dessous du nombril. Et en vous concentrant sur la chaleur de vos mains, vous inspirez en gonflant uniquement le ventre. Inspirez en cherchant à repousser vos mains vers l'avant. À l'expire, vous laissez doucement rentrer votre ventre naturellement, en cherchant une sensation de détente ou d'abandon avec douceur. Et au bout de l'expire, vous comptez jusqu'à 3 avant de reprendre un nouvel inspire. Cet arrêt du mouvement du ventre est très important. Et vous sentez toujours la chaleur de vos mains sur votre ventre. Inspire, expire. 1, 2, 3. Inspire, expire. 1, 2, 3. Inspire, expire. Bloc. 1, 2, 3. Et vous continuez. Et pour rendre cet exercice plus efficace, je vous propose d'imaginer une vague qui arrive sur le sable. À l'inspire, imaginez que votre ventre se gonfle comme la vague qui monte jusqu'à s'écrouler. À l'expire, la vague s'étale sur le sable comme si elle venait y mourir. Et pendant 3 secondes, elle semble même sans mouvement, avant de repartir pour se gonfler à nouveau. Continuez ainsi, en harmonisant peu à peu votre respiration à ce mouvement de la vague. Et vous percevez toujours la chaleur de vos mains. Je vous laisse 1 minute pour vivre cette respiration. Inspire, la vague gonfle. Expire, elle s'écroule. Et vous comptez 3. De nouveau, inspire, la vague gonfle. Expire, elle s'écroule. Et vous comptez 3. Et vous percevez la chaleur de vos mains. Si vous vous apercevez que vous avez quitté la sensation de la chaleur de vos mains sur le ventre, et si vous pensez à nouveau à plusieurs choses, peu importe, ne vous énervez pas, c'est normal. Vous revenez tranquillement à la sensation de vos mains et vous considérez ces pensées comme des nuages dans le ciel qui passent, que le vent emporte aussi vite qu'ils sont arrivés. Et vous pouvez aussi sourire physiquement en développant des sentiments de bienveillance et de douceur envers vous-même,
durant tout l'exercice. Et je vous laisse encore 1 minute pour une concentration totale sur votre respiration. Progressivement, le monde extérieur s'éloigne, s'estompe. Toute votre attention est occupée à respirer en comptant, sans effort, avec la sensation de chaleur de vos mains sur le ventre. Et maintenant, votre respiration redevient naturelle. Et toujours les yeux fermés, vous vous appuyez davantage sur le dossier, les fesses bien au fond du siège. Et pendant quelques instants, vous prenez conscience de la forme de votre corps détendu et vous accueillez toutes les sensations. Vous intégrez cette expérience que vous venez de vivre. Et quand vous vous sentez prête et prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors j'espère que vous allez toutes bien après cette pause de douceur dans un monde de brut. Et là, je vais demander à chacune d'ouvrir son micro. Alors Victor, si c'est possible, juste pour savoir ce que vous avez vécu. Vos ressentis m'intéressent. La parole est à vous si quelqu'un veut parler de son expérience. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai ressenti beaucoup de repos, un certain repos. Oui. Oui. Étant moi-même toujours très actif ou de penser de façon très active, c'est vrai que de sentir sa respiration et de se sentir détendu fait que on est plus apte justement à recevoir, à ressentir les choses. Merci. Je peux aussi dire quelque chose? Oui, Hannah. Oui, pas seulement ce soir, mais souvent, quand j'ai des douleurs, un muscle se coince ou bien une crampe ou quelque chose, je recours à la respiration. Et c'est miraculeux combien après peut-être 1 minute, la douleur s'envahit, part. Et je suis libérée. C'est vraiment vrai ce que tu dis sur la respiration. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose? En fait, vous avez vécu un exercice qui est une base pour aller beaucoup plus loin. Du coup, si l'aventure d'une respiration plus consciente vous tente, ben je suis sûre que vous trouverez des pistes sur Internet.
Alors, je peux, de mon côté, vous envoyer un enregistrement pour accompagner la découverte de la respiration. Si vous êtes membre de la Fédération des femmes. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Je vous enverrai l'audio. Et je vais m'arrêter là. Et je voudrais terminer sur ces paroles de notre fondatrice, Madame Hajjan Moon, qui disait une chose. Alors, je cite, « Ce sont les femmes de notre époque qui seront vraiment en mesure de libérer ce monde de la guerre, de la violence, de l'oppression, de l'exploitation et du crime. Ce sont elles qui bâtiront un monde idéal de paix, d'amour et de liberté. » Mesdames, elles parlent bel et bien de chacune d'entre nous. Et j'ai la conviction qu'en développant notre féminin, notre potentiel va devenir immense. Et le monde en a besoin. Et je vous remercie et je redonne la parole à Brigitte. Oui, merci beaucoup Marie-Christine pour nous rappeler aussi sur le féminin. Peut-être que c'est le moment pour les uns et les autres si vous avez des questions ou même un commentaire que vous aimeriez dire ou des questions que vous voulez poser à Marie-Christine, n'hésitez pas, c'est le moment, on a encore du temps, au moins 15 minutes. Personnellement, à chaque fois que Marie-Christine parle de la passivité, j'ai beaucoup de mal avec ce mot passivité, comme si la passivité, c'était on ne fait plus rien. En fait, c'est un peu, mais je comprends l'importance, mais la passivité a tellement été un mot ou une attitude dénigrée. Être passif, c'est comme être feignant, qu'on a du mal à se connecter. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Christine? Peut-être d'autres personnes ont ce genre de questions. Tu exprimes ce que vivent énormément de femmes. Et c'est vrai que tu dis, avec tes mots à toi, combien nous avons besoin d'apprendre à être féminine, dans le vrai sens du terme. Mm-hmm. Et ça n'est pas gagné, ça n'est pas facile. C'est vrai. Alors, j'ai une question de M. Voravang, qui est un homme peut-il développer la féminité? Un homme peut-il développer le féminin en lui-même? Mm-hmm. Je dirais absolument, absolument. Je dirais que jusqu'à présent, jusqu'à notre époque, les hommes ne se souciaient pas trop de développer le féminin en eux. Ils le déléguaient à leurs femmes. Et les femmes se chargeaient de ce féminin-là. Aujourd'hui, c'est différent. Les femmes sont beaucoup moins féminines. Et du coup, quelque part, ça pousse un peu les hommes à développer leur propre féminin. Et c'est important. C'est important. Mm. C'est un petit peu cette voie du Tao qui explique que l'homme a du féminin en lui. Et c'est ce que je disais au début. L'homme a autant de féminin en lui, finalement, que de masculin. Mais c'est vrai qu'en général, il cultive sa partie yang davantage et plus facilement et plus spontanément que l'autre. Et il a besoin de cultiver aussi sa partie yin, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas parce que nous sommes conditionnés par nos cultures et nos religions que nous pensons être passives, c'est une mauvaise chose, ou
que c'est mieux d'être masculin, fort, comme... J'avoue que je fais des petites siestes de temps en temps. Voilà. Ouais. Oui, Bénédicte. Et alors, comment tu le vis? Bah, très bien. Quand je suis trop fatiguée, je fais une petite sieste et ça me fait du bien. Je me sens pas mal de faire ça. En fait, Marie-Christine, c'est intéressant parce que tu disais que tu as reçu, c'est en t'allongeant sur ton sofa ou ton divan que c'est là où tu as reçu le plus d'inspiration ou de messages ou de je ne sais pas. Et j'ai entendu ça auparavant aussi de personnes qui disaient que c'est à un moment où il y avait un lâcher-prise ou un moment où il y avait une sorte de relaxation que la personne se sentait le plus inspirée. Parce qu'elle était plus dans la capacité de recevoir. Et oui. De ce que tu avais exprimé aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et ça me fait penser à mon mari, donc Jean-Philippe. Souvent, il travaille sur un projet informatique, une création, et c'est pendant la nuit que tout d'un coup, il a des inspirations. Il a des idées, alors qu'il cherchait, il ne trouvait pas. Et c'est dans le lâcher-prise que la réponse vient. Et à ce moment-là, ben, il peut se lever à 3 heures du matin pour aller développer ces idées qu'il vient de recevoir. Est-ce que tu dirais que les moines, les contemplatifs, finalement, se concentrent beaucoup plus sur le côté yin de leur personnalité et de leur vie? Ils développent ce côté yin de leur personnalité. Pour une raison spirituelle, alors. Pour entrer ça veut dire qu'ils entrent plus facilement en communication avec le ciel, avec Dieu, donc ça veut dire que le côté yin serait plus lié à la spiritualité. Comment tu pourrais donc combiner le yang et le yin quand tu parles justement de spiritualité? Tu parlerais d'un moine, par exemple. L'aspect yin, c'est l'aspect qui reçoit en nous. Donc, quand je me mets en position réception, je cultive le yin en moi. Et pour recevoir des inspirations du ciel, quelles qu'elles soient, ou des voix spirituelles pour être à l'écoute, je dois me mettre en position de recevoir. Et donc, c'est cet aspect yin en moi qui est éveillé. Mais encore une fois, la pensée de l'unification nous dit qu'il y a autant de yin que de yang chez l'homme et autant de yin que de yang chez la femme. Quelle est la partie que je cultive? C'est ça la question. Et tant qu'à faire, autant cultiver les deux. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, on cultive essentiellement et on valorise essentiellement l'aspect yang de nous-mêmes. Ce qui est un peu dommage, carrément. Alors, j'ai une autre question qui est posée par Yukiko Jager. Peut-on amalgamer yang-yin et masculin-féminin? Est-ce que tu comprends? Alors, non. Alors, peut-être. C'est un petit peu ce que je disais au début, qu'au masculin, il y a une qualité yang. Et au féminin, il y a la même qualité yang. Seulement, cette qualité yang va s'exprimer de façon différente au masculin et au féminin. C'est un peu complexe et subtil. Et le masculin va exprimer le yang d'une façon masculine. Et le féminin va exprimer le yang d'une façon féminine. Un peu comme les voix, donc dans le chant, la différence entre un alto et une voix de basse, mais c'est toujours des basses. Mais les voix sont complètement différentes.
C'est l'expression qui change. Mhm. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires ou d'autres questions à ce sujet? Moi, j'avais une petite question, ou plutôt Oui. je pensais que finalement, le couple, à quoi sert le couple? Pour l'homme, c'est de découvrir un petit peu la féminité de Dieu à travers sa femme. Et sa femme, la femme, c'est de découvrir la masculinité de Dieu à travers l'homme. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui veulent devenir un petit peu féminins et incarner cette féminité en eux. Et ils font tout pour devenir féminins, quoi. Et on peut avoir ce sentiment d'être féminin justement à travers le donner et recevoir, à travers la relation et découvrir l'intérieur de l'autre personne. Il n'y a pas besoin de soi-même de devenir féminin finalement. Enfin, c'est comme ça que je le conçois. Sinon, il y a des débordements, mais on découvre finalement aussi dans le donner et recevoir le féminin qui est en nous. Mais nous-mêmes, on n'a pas à devenir véritablement féminin puisqu'on l'a dans le couple, dans cette relation qui est essentielle, qui est le fondement de notre vie, quoi. Et de beaucoup d'émotions, de sentiments, on les découvre dans le couple. Et donc, à ce moment-là, quand on comprend le féminin, on est prêt à le soutenir autant qu'on peut. On voit les erreurs que l'homme a faites, les soucis, la position difficile qu'ont les femmes, et on veut les soutenir, etc., etc. Et je pense que c'est dans ce donner et recevoir, quand on reçoit les émotions du féminin, que véritablement on trouve sa place comme homme et qu'on trouve sa place comme femme. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème dans le couple puisqu'on devient un petit peu les deux. Donc, c'est un petit peu comme ça que je voyais la relation de base que l'on peut avoir. Mhm. Mhm. Oui. C'est intéressant. En fait, dans le couple, ce que j'ai souvent constaté, c'est qu'il y avait un phénomène de vase communicant. La féminité de la femme, le féminin chez la femme va imprégner peu à peu l'homme et vice-versa. Et chacun va apprendre à développer en lui cette part qui est en l'autre aussi. J'aime beaucoup le témoignage d'Alice. Et c'est vrai que quand je pense à la Première Guerre mondiale, et puis la Deuxième aussi, les femmes ont dû prendre sur elles, parce que les hommes partaient tous, et c'est à partir de ce moment-là que la société a commencé à se masculiniser, parce que les femmes étaient obligées finalement de tenir tous les rôles à la fois, pour survivre et faire survivre leur famille. Donc elles ont appris à développer cet aspect masculin en elles aussi, oui. Oui, je pense aussi que le côté masculin qui existe en nous est aussi important pour comprendre le masculin dans l'autre. Enfin, pour se comprendre entre hommes et femmes, il est important d'avoir un peu des deux. Donc, et aussi le problème, je pense qu'aujourd'hui on vit un équilibre justement entre le masculin et le féminin. De plus en plus parce qu'il y a eu cette période où toutes ces expressions qui nous faisaient mal, nous, en tant que femmes. Moi, tu pleures comme une femmelette, par exemple. Ne sois pas une femmelette. Bien, ne pleure pas comme une... ou un homme ne doit pas pleurer parce que c'est trop faible. C'est une faiblesse, voilà. C'est que pour les femmes qui pleurent, mais pas les hommes. Enfin, des choses comme ça qui fait que ce n'est pas vrai parce que les hommes, aujourd'hui, ont plus de liberté d'exprimer leurs émotions et de pleurer et de s'exprimer aussi leur féminin à travers leurs émotions. Bien sûr, pas de la même façon que les femmes. Et nous, on se sent réconfortés aussi de se savoir accepter, justement. C'est quand on ne se sent pas accepté, c'est là où on devient plus masculine, je trouve. Parce qu'on doit prouver voilà, qu'on est forte, on ne pleure pas, on est guerrière parfois. Mais si on se sent accepté comme on est, eh bien, on va développer encore plus notre féminité. Et l'homme n'en recevra que plus encore parce que lui-même, il se sentira encore plus masculin, mais dans le bon sens. Dans ce sens-là, je pense.
Et donc, aujourd'hui, c'est un peu comme une transition où justement cet équilibre se fait. Et dans le monde, on sent qu'on a besoin de cet équilibre de valeurs féminines et valeurs masculines, de se rééquilibrer entre l'homme et la femme et tout ça. Et déjà en soi aussi. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Patrick, c'est Patrick. Oui. En génétique, c'est la même chose, hein. On voit qu'il y a des hormones masculines, féminines chez l'homme et la femme, équilibrées. Évidemment, il y a un pourcentage plus chez l'homme pour être homme et la femme pour être femme. Mais ça veut aussi dire quelque chose de très important, c'est qu'à l'origine, nous venons des deux côtés. À l'origine, s'il y a des hormones masculines, féminines chez l'homme et la femme, et que nous avons des caractères masculins ou féminins, ça veut dire que l'origine de notre existence a ces deux aspects aussi. Donc, c'est normal qu'il faut trouver une harmonisation, pas simplement au niveau des hormones, mais aussi au niveau du caractère et des activités, ou comme disait Marie-Christine, la passivité. Il y a des passivités masculines et des passivités féminines, je pense. Mais bon, en tout cas, merci. Ouais, merci, Patrick. Ce que je voudrais maintenant, c'est en fait laisser parler Anna pour un petit peu pour présenter le Zoom, le prochain Zoom, hein, son prochain Zoom. Merci, Brigitte. Alors, jeudi prochain, le 25, c'est le Forum Famille et Société qui va continuer dans l'optique du partage de la vision de nos fondateurs. Et cette fois-ci, le thème sera le couple. Bon, certains pourront me dire, aïe, 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 le couple, c'est dur, moi, je n'ai pas réussi, et puis c'est trop de difficultés, trop de douleurs. Bon, en fait, la relation humaine qui est la plus chantée et mise en valeur, c'est quand même celle du couple, mais c'est aussi la relation du couple qui nous... on espère beaucoup de bonheur et de félicité, et puis parfois c'est tout à fait le contraire qui nous arrive. Donc, ne vous jugez pas si votre couple, si vous êtes encore en chemin, mais ça vaut quand même la peine de comprendre ce que nos fondateurs expliquent sur le couple et pourquoi en fait c'est si difficile et pourquoi la relation du couple à un certain moment tourne mal ou a mal tourné. Et bon, c'est un peu dans cette optique. Donc, je vous invite chaleureusement. Ne vous découragez pas, on ne jugera personne. Et puis, et tout le monde est sur la route. Hein. Donc, bon, à jeudi alors. Bien, merci beaucoup, Hannah. Donc, à jeudi prochain, qui sera la date est jeudi prochain, le 25 mars, hein, toujours à 18h. D'accord, à 18h. Ouais. Toujours dans le cadre des jeudis de Barreau Online. Yes. Et donc, nous, on se rencontrera, pareil, aussi avec le Forum des femmes, le 3e jeudi au mois d'avril. Désolée, je n'ai plus la date exacte. Mais voilà, le 3e jeudi, on fera une invitation pour la prochaine fois. En tout cas, je voudrais remercier chaleureusement Marie-Christine pour cette préparation, parce que je sais que ce n'est pas facile de parler en visioconférence ou par Zoom. Elle a beaucoup l'habitude d'être avec les gens et de sentir les gens. Donc, mais là, je trouve, tu as quand même ressenti, tu as fait ressentir aussi à travers cet exercice de respiration. Tu as très bien fait. Et voilà, je voulais la féliciter pour ce qu'elle a fait. Voilà, Marie-Christine, que nous allons retrouver sûrement la prochaine fois, d'ailleurs, le mois prochain. Voilà, donc je voudrais vous remercier à tous et puis vous dire à une prochaine fois. Peut-être que je voudrais finir juste par une toute petite citation de Madame Moon, juste pour conclure, que j'avais mis d'ailleurs sur l'invitation, qui est, alors attendez que je cherche, oui, voilà, qui est « Le monde du futur ne pourra être un monde de réconciliation et de paix que s'il est basé sur l'amour maternel et l'affection des femmes.
Tel est le pouvoir de la vraie féminité, et le temps est venu pour que cette vraie féminité sauve le monde. Voilà. Donc, je voudrais conclure avec ces quelques mots que vous pouvez trouver dans le livre, justement, Mère de la paix. Merci beaucoup à tous et à jeudi prochain. Merci. Oui, merci. Bonne Bonsoir. soirée. Merci. Oui, merci. Merci, au revoir. Oui, Au revoir. merci. Au revoir. Merci Victor. Merci.